Nous avons réalisé un travail d'enquête sur les marins de la marine marchande en escale à Lorient et plus particulièrement sur leur vie en mer et à terre. Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet Fil de côte, commandité par Lorient Agglomération, en partenariat avec l'Inventaire général du patrimoine culturel de la région Bretagne. Ce projet a pour objectif l'analyse de plusieurs segments de la rade de Lorient. Notre groupe s'étant intéressé aux ports de commerce, nous avons axé notre étude autour des représentations des marins de cargo en escale. Il s'agit de confronter leur vision entre terre et mer. L'intérêt de les enquêter est de comprendre la complexité et la richesse de leur mode de vie. Pour cela, nous avons souhaité travailler en lien avec l'association d'accueil des marins, l'association Marine Accueil Siemens Club. Selon la directrice Emmanuelle Trocadéro, ils sont en mer pendant 10 mois sans voir leur famille. Alors quand ils sont à quai, il faut les accueillir, les accompagner, s'occuper d'eux. Cette étude vous est présentée par Constance Adracé, Béranger Dréan, Chloé Grandière, Juline Rigoux et Sarah Cellier. L'association Marine Accueil, située en face des quais du port de commerce, est une association nationale qui a été créée à Lorient en 1988 et qui depuis 32 ans accueille les marins des cargos en escale. Elle nous a permis la prise de contact avec les marins. Nous avons réalisé des entretiens semi-directifs en anglais et en français, individuels ou collectifs selon le contexte. Ces derniers ont eu lieu à bord des cargos pour des raisons d'organisation. Avec la situation sanitaire, les marins ne peuvent pas toujours descendre du bateau. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de voir les entretiens annulés au dernier moment pour cette raison. Auparavant prévus en demi-groupe, nous avons finalement décidé de réaliser les entretiens en groupe entier. Pour contrebalancer les aléas auxquels nous avons été confrontés, nous avons complété notre étude par des ouvrages, des articles ou encore des documentaires. De plus, il est nécessaire de mentionner les conditions d'enquête car il s'agissait d'enquête sous surveillance. Nous avons ressenti la hiérarchie sur le cargo en conditions réelles. En effet, pour la deuxième entretien avec les marins, les supérieurs hiérarchiques étaient présents dans la pièce et ont écouté tout l'entretien. Le choix des mots pour les personnes enquêtées était donc palpable. Toutes les personnes que nous avons eues en entretien sont des hommes. Il ne s'agit pas d'une volonté de notre part, mais bien du reflet d'un milieu très masculin. Voici leur portrait. Richard est allemand. Il est marin depuis près d'1 an et demi. À seulement 26 ans, il occupe le poste de second sur le cargo pour une durée de 5 mois. Son cargo, le Koana, est un vraquier de 108 mètres de long en provenance du Nigeria, chargé de soja à destination des Pays-Bas. L'entretien a duré une demi-heure dans une pièce du navire, dans le calme. Eddy est lorientais et travaille en tant que docker depuis plus de 20 ans. À 42 ans, il a gravi les échelons pour être aujourd'hui agent de maîtrise. L'entretien a été réalisé le matin durant une petite heure dans un café et nous l'avons retrouvé l'après-midi sur le terrain. Nous avons rencontré Yaroslav, ukrainien, à bord du Koutalianos, un vraquier de 229 mètres chargé de soja en provenance du Brésil. Âgé de 45 ans et du haut de ses 23 ans d'expérience, il occupe le poste de commandant pour une durée de 6 mois. L'entretien s'est déroulé dans une pièce du navire, avec une douzaine d'autres personnes présentes, des conditions qui ont pu perturber l'entretien. Nous avons pu lui poser nos questions pendant une quinzaine de minutes. Kim Bryan est philippin. Il est marin depuis près de 23 ans. Ce dernier, âgé de 41 ans, fait partie du même équipage que Yaroslav, le commandant ukrainien. Il occupe le poste de second ingénieur sur le cargo pour une durée de 8 mois. L'entretien s'est réalisé dans les mêmes conditions que celui du commandant, c'est-à-dire en présence de ses supérieurs hiérarchiques. L'entretien a duré 6 minutes. Nous avons axé notre analyse autour de plusieurs points. Les variations des expériences et des représentations des conditions de vie de ces marins de cargo, des conditions de vie dégradées par le contexte sanitaire, la Terre entre rupture et reconnexion, la mer un univers méconnu et mystérieux, le cargo un espace de travail. Tous les marins d'un cargo travaillent sur le même navire, mais les conditions ne sont pas les mêmes pour tous du fait de leur grade, de leur contrat ou encore de leur ancienneté. Le grade induit ainsi une hiérarchie et des différences de conditions de vie. Ainsi, si être marin de cargo est une expérience rude pour tous les marins, leur expérience et leur représentation de la vie à bord varient. Leur contrat, plus ou moins long, impacte leur quotidien et le sentiment d'éloignement vis-à-vis de leur famille. Le contrat de Richard n'est que de 5 mois, alors qu'il peut aller jusqu'à 9 ou 12 mois pour des membres de l'équipage moins gradés. Leur ancienneté peut également conduire à une lassitude face aux contraintes de cette vie, qu'ils l'aient choisie ou non. Eddy, docker au port de commerce de Lorient, nous a confié. Les marins de cargo ont souvent des conditions de vie dures. Ils sont parfois à bord de bateaux épaves, voire de poubelles.
Les marins faisant ce métier depuis de nombreuses années n'ont pas tout à fait la même vision que Richard, en poste depuis seulement 1 an et demi, et mentionnent davantage le manque de leur famille. Richard nous explique Je serai là pour Noël, ce n'est pas toujours le cas. un sujet souvent évoqué d'après la directrice du Seamen's Club. Un marin philippin dans le film Cargo, la face cachée du fret de Denis de Lastrac ajoute Toute ma vie, Noël, Nouvel An, ils me paient, mais c'est comme une prison. leurs grades et leurs avantages influent également leur représentation. Les marins que nous avons eu la chance de rencontrer ont, dans une certaine mesure, choisi ce métier, mais nous y reviendrons plus tard. Richard a fait ses études en Allemagne pour y parvenir, il a 26 ans et il est en poste depuis 1 an et demi. Il est second sur son cargo. Tous ces éléments favorisent sa vision positive du métier, d'autant plus qu'il disposait d'un téléphone portable et pouvait communiquer tous les jours avec ses proches via l'application WhatsApp. Le cargo bénéficiait du Wi-Fi à bord. Cependant, le commandant Yaroslav explique que la Wi-Fi est tout de même plus lente que sur Terre. Yaroslav a également choisi son métier de marin. Il a débuté à 18 ans et est devenu officier à 23 après avoir passé 6 ans à l'Académie de marine. Il est aussi possible de trouver un équilibre dans cette vie, à moitié en mer, à moitié sur terre. Christophe Marx, vétéran de 56 ans, confie dans l'article « À quoi ressemble la vie à bord d'un pétrolier ?» À chaque fois que je suis revenu à une vie plus normale, avec un rythme de travail hebdomadaire, j'ai réalisé que la vie en mer me manquait. Il a passé 10 ans au large de l'Angola et du Nigeria pour le compte d'un sous-traitant français du secteur pétrolier. Il explique Le plus, c'est le mois de vraies vacances, au milieu des siens, totalement coupé du boulot. Le moins, c'est le mois pendant lequel on est loin. Yaroslav, que nous avons rencontré, partage cette vision puisqu'il nous confie que malgré le temps passé en mer, il bénéficie de très longues vacances qui lui permettent de retrouver sa famille. En somme, bien que certains marins aient choisi ce métier et acceptent mieux ses contraintes, d'autres l'ont choisi pour d'autres raisons, majoritairement économiques. Nous pouvons effectivement faire l'hypothèse que le choix d'être marin de cargo peut être motivé par des raisons économiques, notamment pour subvenir aux besoins de leur famille, comme pour un grand nombre de Philippins. En effet, ces derniers représentent 40% des marins de la marine marchande. Comme l'expose le film Cargo, la face cachée du fret, les marins philippins gagnent 6 fois plus en mer que dans leur pays, où ils ne gagnent que $100 par mois. C'est le cas de Kim Bryan, 41 ans et second ingénieur du Cutalianos et originaire des Philippines. Il travaille à bord du Cutalianos depuis 8 mois. Il a d'abord étudié à l'université d'ingénierie en mécanique navale, puis a ensuite passé 1 an comme apprenti avant de faire une formation d'officier. Il nous a expliqué qu'il n'a pas véritablement choisi sa carrière, que c'était sa destinée. Nous comprenons en partie ses motivations lorsqu'il nous confie que Les salaires sur un cargo sont nettement plus importants que ceux des emplois à terre aux Philippines. En plus des contraintes inhérentes à la vie de marin, le contexte sanitaire a aussi participé à la dégradation de leurs conditions de vie. Les marins passent plusieurs mois en mer. Ils naviguent de port en port, et quand ils débarquent, s'ils le peuvent, la terre devient un lieu d'évasion où ils peuvent changer d'air. Richard, lors de sa précédente escale sur les îles Canaries, a pu débarquer et faire un tour du port pour s'aérer l'esprit et se dégourdir les jambes. Cela lui permet ainsi de faire une coupure entre son métier et sa vie personnelle. Cependant, les marins ne peuvent pas forcément débarquer à chaque fois qu'ils sont en escale. La crise sanitaire actuelle amplifie la difficulté des conditions de vie à bord des cargos en restreignant depuis mars 2020 les possibilités de débarquement. Dans ce contexte, la terre est donc d'autant plus synonyme d'évasion et d'ouverture en comparaison au monde clos du cargo. Comme nous l'explique un reportage du JT de France 2 du 6 décembre 2021, des équipages entiers se sont retrouvés abandonnés sans salaire, sans nourriture ni retour à la maison, car leurs navires ont été abandonnés faute de moyens des armateurs. Bien que les abandons de cargo et de leurs équipages à quai aient toujours existé, le contexte sanitaire actuel amplifie ces situations. Ces problématiques d'univers clos, vécues sur les cargos en mer, sont alors déplacées à quai. Les marins vivent ainsi pendant plusieurs mois à bord de leur cargo, en ayant peu de contact avec le monde extérieur. Ne pas faire débarquer les marins à terre limite la propagation du virus au sein du bateau, mais participe à l'éloignement et au manque de vie sociale vécu par les marins malgré les moyens de télécommunication. La Terre demeure pour les marins le lieu par excellence de reconnexion au monde. plusieurs points négatifs de la vie de marin de cargo sont fréquemment soulevés comme le manque de liens sociaux et familiaux. Certains marins sont tristes à l'idée de ne pas voir grandir leurs enfants, de ne pas partager Noël en famille. Leurs contrats de plusieurs mois ne leur permettent pas toujours de rentrer chez eux pendant cette période. Edgar Ferreira, le chargé de la sécurité à bord du pétrolier Cambo Norte, explique.
On passe à côté des dates importantes, de la famille, des anniversaires et tout le reste. Dans le documentaire Drôle de vacances sur un cargo, le touriste que nous suivons se retrouve seul dans les parties communes du bateau à l'approche du détroit de Gibraltar. Les marins sont tous dans leur cabine car le bateau était à ce moment-là suffisamment près des côtes espagnoles pour capter Internet. Les côtes deviennent alors synonymes d'évasion. Malgré tout, l'enquête sociologique travaillée à bord des navires de la marine marchande rappelle que l'amélioration des moyens de communication avec les proches n'empêche néanmoins pas de développer l'impression d'une déconnexion avec la vie sociale. Pourtant, Richard, le second du premier cargo, nous raconte que la Terre reste selon lui une manière de rester en contact avec le monde, car il est plus facile d'établir une communication, Internet et téléphonique, à terre qu'en mer. Lorsque Richard débarque dans un port, il prend contact avec sa famille et a le sentiment d'en être plus proche. La Terre est ainsi synonyme de reconnexion. Les marins appréhendent ainsi la Terre à la fois comme un temps de rupture dans leur période de vie à bord et un temps de connexion avec leurs proches. La mer est également source d'imaginaire. Voyager à bord d'un cargo reste néanmoins une expérience exceptionnelle. Elle permet un regard sur le monde, sur la mer, une appréhension des éléments qu'on ne peut avoir à terre. Le marin allemand nous a exposé son émerveillement face au lever et coucher de soleil auquel il pouvait assister. Il montrait le même enthousiasme vis-à-vis de l'eau, dont il décrivait les nuances de couleurs, les vagues et la houle. Nous retrouvons la beauté de cette expérience à bord dans le discours des personnes qui réservent et paient un séjour sur un cargo, motivées parfois pour en savoir plus sur la vie à bord, parfois pour avoir plus d'inspiration pour écrire un livre, ou simplement pour vivre une expérience inoubliable. Un touriste embarqué sur un porte-conteneurs expliquait qu'il se sentait comme un moine, car la vie à bord est chronométrée. Il parle de retraite, d'un éloge de la lenteur. Il s'étonne également d'avoir toujours un bateau à l'horizon, ce qui aide à ne pas se sentir seul. Jean-Paul Honoré, qui a passé en 2016 38 jours à bord du CMA-CGM Bougainville, un cargo de presque 400 mètres de long, témoigne. Une telle traversée se prête aussi bien à la rêverie, à la poésie, qu'à l'observation du fonctionnement de notre monde, de ses contrastes, de ses évolutions sociales, technologiques, économiques, et sans doute aussi, si l'on médite un instant sur ce qu'un tel navire transporte, sur notre appétit de consommation. Cette expérience des éléments de la mer et de l'isolement que vivent les marins de cargo conserve une part de mystère et de fantasme pour celles et ceux restés à terre, extérieurs à ce milieu. En effet, les conditions compliquées de vie des marins des cargos sont souvent méconnues du grand public. Cette méconnaissance de la vie des marins entretient une sorte de flou et de mystère autour de la marine marchande. Lorsque les marins sont en mer, nous savons qu'ils le sont, mais en aucun cas nous savons où exactement. Comme nous le souligne le film de Denis de Lestrac, Ils ne sont ni vivants ni morts, mais entre les deux. De plus, Eddie, docker, confirme que c'est un métier très mystérieux en prenant l'exemple des décès en mer. En 18 ans d'expérience, je n'ai jamais vu de corps. Dans l'article de Thomas Burgel intitulé « Le corps d'un capitaine mort voyage 6 mois dans la chambre froide de son cargo », il est stipulé que la dangerosité du métier de marin est telle aujourd'hui que des centaines de corps sont abandonnés en mer par leurs amateurs pour d'obscures raisons. Toutefois, si la mer évoque mystère et évasion pour certains, elle est avant tout un espace de travail pour les marins. Pour les marins qui passent plusieurs mois en mer, l'océan représente un environnement de travail qui varie selon les réglementations en vigueur dans l'espace maritime et la météo. Cependant, si l'océan est vaste, l'espace de travail se restreint aux limites du bateau, sur lequel les marins perdent leur intimité et leur temps libre. Selon Richard, le marin allemand, travailler sur un cargo a un atout majeur, la variété du travail. Dans l'article « À quoi ressemble la vie à bord d'un navire pétrolier ?», Benoît Tanguy, marin à bord du Kaombo Norte, parle de cet avantage. Il explique : Dans la phase actuelle de rodage, le mot monotonie n'existe pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Bien sûr, les amis et le sport me manquent, mais je le vis bien. Un second marin de ce même navire, plus âgé et profitant de ses 10 ans d'expérience, raconte que la vie en mer lui manque quand il reste à terre trop longtemps. Cependant, Richard explique que son travail implique une vigilance constante. Théoriquement, il effectue ses heures de travail, puis a du temps de repos, et ainsi de suite. Mais concrètement, la limite entre son temps de repos et son temps de travail se trouble lorsque surviennent des urgences à bord. Eddie, docker depuis 19 ans, discute de la pénibilité de son travail et de celui des marins. Il explique : Nous travaillons dans des endroits bruyants, poussiéreux, avec des odeurs de gaz d'échappement. Les chauffeurs d'engins se relaient donc souvent et travaillent 1 heure sur 2, alors que les marins, eux, travaillent sans relâche.
Si la Convention de travail maritime de 2006 impose un seuil de 10 heures de repos par tranche de 24 heures, la réalité est tout autre. Les marins effectuent souvent des heures supplémentaires, encore plus les officiers comme Richard qui sont d'astreinte constamment. Dans l'étude sociologique travaillée à bord des navires de la marine marchande, les auteurs discutent de cette recrudescence des heures supplémentaires effectuées par les officiers, typique d'une culture des cadres ayant tendance à travailler sans compter. Le film Cargo, la face cachée du fret nous démontre que ces heures supplémentaires sont source de danger. En effet, fatigués de leurs heures supplémentaires, les marins sont moins vigilants, multipliant ainsi les accidents, qui sont d'ailleurs souvent d'origine humaine. Paradoxalement, Eddie nous confie travailler avec les marins se trouvant sur le pont du bateau, mais jamais avec le capitaine en disant « Le capitaine est dans son perchoir, on ne le voit jamais. » Notre enquête a fait ressortir plusieurs points au sujet de la vie des marins et de leur représentation de la terre et de la mer. Tout d'abord, nous pouvons noter le contraste existant entre ceux qui ont choisi d'être sur le navire, décrivant leur expérience comme une évasion, une source d'inspiration et usent beaucoup du vocabulaire de l'imaginaire, et ceux pour qui la carrière de marin est un choix par défaut. Ceux-ci souffrent davantage de l'éloignement familial. Si notre problématique était initialement axée autour des représentations des marins de la terre et de la mer, nous avons été confrontés à une question bien plus large. Le travail des marins tient une place centrale dans notre société consumériste, mais, puisque se faisant à l'abri des regards, l'univers de la marine marchande conserve une part de mystère. Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu ce travail d'enquête possible, et plus particulièrement Emmanuelle Trocadéro, directrice du Siemens Club, sans qui nous n'aurions pu faire aucun entretien.